Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous faire partager une histoire mais inspirante, impactante, comme toutes celles que vous allez découvrir dans les jours et semaines à venir. Et aujourd'hui, elle est, encore une fois, parce qu'elles sont toutes différentes, et celle-ci, elle me touche énormément puisqu'on touche le monde du handicap. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais je voulais juste vous le dire parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que moi, j'ai ma grande fille Léa qui a 28 ans et qui porte un handicap. Et donc, je peux vous dire que ce monde-là, je le connais bien. Et je suis très flattée et honorée que Gaël Romain, n'importe quoi, Gaël Reynaud, que Gaël Reynaud puisse partager son histoire. Et je vous jure, écoutez jusqu'au bout, parce que son histoire, elle va impacter plein de gens. Pas forcément des personnes qui sont malvoyantes, mais tout le monde, en fin de compte. Ce n'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on va inspirer, on va impacter uniquement des personnes qui sont malvoyantes. Non, pas du tout. On va impacter, ça va être une belle leçon de vie et je suis très, très, très heureuse d'accueillir sur ma chaîne Gaël Reynaud. Donc Gaël, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis donc très, très contente de te recevoir aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais, parce qu'il y a une question que je m'étais posée et donc je pense que ça peut intéresser nos amis, je voudrais savoir, ma première question, c'est est-ce que tu es née non-voyante? Alors non, en fait, les premiers mois de ma vie, j'ai vu, a priori. Et en fait, j'ai eu une maladie qui était un cancer de la rétine qui a été diagnostiqué à l'âge de 9 mois environ. Donc, j'ai pas évidemment de souvenir de cette période-là, mais dans tous les cas, c'est une maladie que j'ai eue assez tôt. Donc j'ai vu un peu pendant un certain temps et ensuite ça s'est dégradé petit à petit. Mais je n'ai pas eu du coup à me réadapter d'un seul coup. En fait, j'ai pas eu une perte de vision brutale à un âge plus avancé. J'ai grandi avec ça et je me suis adaptée avec ça dès le départ. Donc en fait, c'est mon quotidien depuis 26 ans, 27 ans maintenant. D'accord, d'accord. Et est-ce que dans ton parcours de vie, tu as ressenti, est-ce que tu as vécu des épreuves douloureuses, que ça peut être les personnes aussi bien familiales, amicales, que des personnes lambda? Est-ce que tu as ressenti pour toi des choses qui ont été douloureuses? Oui, comme n'importe quel être humain, en fait, je dirais, on passe tous par des périodes plus ou moins faciles et plus ou moins éprouvantes. Donc oui, oui, dans mon cas, effectivement, j'ai vécu des choses plus ou moins compliquées, qui soient liées au handicap ou à la cécité ou pas, hein. Dans tous les cas, c'est vrai que on a tendance à focaliser là-dessus en se disant forcément quand on a un handicap, la vie est compliquée, la vie est difficile, etc. Alors certes, il y a des choses qui demandent des ajustements, il y a des choses qui demandent plus d'efforts que d'autres. Mais avant tout, on est des personnes, enfin, une personne qui porte une particularité et une personne est un être humain avant d'être une personne handicapée, en fait. Et finalement, ce qui peut être le plus difficile, je trouve, dans le quotidien, c'est la peur, en fait, des autres, la peur des gens que je peux croiser, que je peux fréquenter. Enfin, que je fréquente, non, parce qu'ils ont dépassé ça maintenant, mais en tout cas, les personnes que je peux rencontrer, que ce soit professionnellement, personnellement, etc., dans toutes sortes de contextes, qui fait que en fait, il y a des personnes qui ont peur de cette particularité-là, et ça se juge pas, ça peut se comprendre. Après, ce qui est dommage, en fait, c'est de rester bloqué sur cette peur et de rester sur des projections, des croyances, de se dire que forcément la personne qui a cette particularité-là, elle doit être comme ça, donc on va devoir se comporter comme ça, ou donc elle ne va pas pouvoir faire ceci ou cela. Alors qu'en fait, finalement, la personne qui peut vous donner les réponses, c'est la personne tout simplement. C'est la personne qui vit les choses au quotidien, qui vit les choses de l'intérieur et qui généralement n'aura pas de souci à parler de son quotidien puisque c'est ce qu'elle vit. Et, enfin, en tout cas, je généralise pas, mais dans mon cas, j'ai pas de tabou à parler de ça. Et souvent, les gens sont assez gênés, par exemple, quand ils me disent t'as vu ah bah non, t'as pas vu. Et je dis bah, ouais, mais moi aussi, je dis t'as vu. En fait, Ouais, c'est c'est un, c'est un type de langage, enfin, c'est entré dans le langage courant, donc c'est pas du tout un problème. Et le fait de rester bloqué sur ses peurs, c'est dommage parce que en fait, on aborde la personne avec des préjugés, avec des croyances, avec des craintes, au lieu de l'aborder en tant qu'individu. Et finalement, au lieu de lui poser les questions, on a peur de gêner, on a peur, enfin, on se fait tout un film en fait, en se disant oui, mais si je lui demande ça, elle va être gênée, oui, mais si je lui demande ça, elle va être blessée, etc., etc. Mais alors qu'en fait, finalement, plus on va être naturel avec une personne et plus le contact va être simple
Et je pense que ce qui a été le plus difficile et ce qui peut l'être encore, c'est ça, c'est les peurs des gens qui peuvent fermer des portes du coup, parce que parfois on a envie de s'engager dans des projets, on a envie de s'engager dans des activités, etc. Et finalement, on se rend compte que les gens en face ne sont pas prêts, n'ont pas l'ouverture et n'ont pas l'envie, en fait, la volonté d'essayer. Et ce qui fait que le handicap n'est pas un handicap en soi, en fait, le handicap est un handicap parce que l'environnement le crée, parce que l'environnement le fait apparaître. Et ça, c'est une question de personnes, c'est une question des personnes qu'on va rencontrer et qu'on a en face de soi aussi. Alors, c'est aussi une question de nous-mêmes, hein, des limites et des barrières qu'on se met à nous-mêmes, mais ça, c'est propre à chacun. Enfin, ça, tu connais le sujet par cœur Complètement. en tant que coach, mais dans tous les cas, voilà, on va dire que en fait, c'est beaucoup d'efforts pour faire comprendre qu'on est un individu à part entière, je trouve, alors qu'en fait, les efforts pourraient être partagés et que peut-être que les personnes en face pourraient faire un peu plus un pas de plus en fait pour dire poser des questions et demander si il n'y a pas de risque en fait à poser des questions. Finalement, c'est plus on peut demander à la personne tout simplement est-ce que ça te dérange si je te pose des questions sur ça? Et si la réponse c'est oui, on va avoir les réponses et on va s'enlever plein de croyances et plein d'inquiétudes. Et si la réponse est non, c'est ok, ça se respecte et on va pas plus loin. Mais dans tous les cas, on reste pas bloqué en fait avec on va dire ses limites et ses inquiétudes et ses fausses croyances. Complètement, complètement. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu pour ma fille et j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes, moi, qui sont pas venues même vers moi, tout simplement parce que, alors moi, au niveau du handicap, c'est la trisomie, parce que la trisomie fait peur, donc on n'ose pas. Et en fin de compte, de toute façon, il y a pas à tortiller, hein. La communication, c'est quelque Mm. chose qu'il faut absolument faire, il faut parler, il faut communiquer entre nous. Et justement, cette peur nous empêche de communiquer alors qu'il n'y a pas de tabou en fait. On se Mm. met nous-mêmes nos propres tabous. Complètement. Et c'est dommage parce que soi-même, on n'avance pas en fait. C'est vraiment Mm, dommage. mm, mm. Il ne faut pas avoir peur de parler aux gens quand ils ont alors un problème, façon de parler, parce que c'est un problème pour la personne qui a peur. Mais quand tu regardes bien, une fois que tu discutes avec cette personne, tout va beaucoup mieux et tu enlèves toutes ces barrières, comme tu Mm. dis. Et en tout cas, c'est super parce que tu vois, rien que de t'écouter, je m'aperçois que le problème, entre guillemets, c'est pas toi, ce sont les autres, en fait. Parce que toi, tu vas bien et tu as envie qu'on t'aime pour qui tu es. Et qu'il n'y ait pas d'abord ce côté, voilà, je suis non-voyante, donc il y a cette barrière-là, il va falloir que les gens l'enlèvent pour pouvoir enfin s'intéresser réellement à toi. Et ça, c'est des choses, je trouve ça dommage que les gens ne viennent pas s'intéresser directement à toi pour la personne que tu es. Et je pense que ça, c'est des messages qui peuvent être impactants pour des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire ouais, moi aussi je le vis, moi aussi je ressens des personnes qui ne viennent pas vers moi parce que j'ai tel ou tel problème. Et c'est dommage parce que, à la rigueur, dommage pour les autres, hein, mais c'est dommage parce qu'ils loupent, ils loupent des belles choses en fait. Après, je pense que le problème est double en fait, c'est que c'est pas forcément dire que le problème c'est les autres, parce que oui, il y a une part de l'environnement et des personnes autour qui fait que on a des difficultés, mais je pense que aussi on finit par intégrer nous-mêmes quand on a une particularité. Je dirais, à force de recevoir des refus ou à force de recevoir des craintes, on finit parfois par intégrer que nous aussi ça va être compliqué pour nous. Mm. Et on projette ça, en fait, et je pense dans notre façon d'être, on le dégage, on l'incarne. Et il y a des personnes qui ne viennent pas aussi vers nous parce qu'elles sentent aussi que nous, on s'est fermé, parce que nous, on a renoncé quelque part, ou parce que on n'est pas forcément Mm. ouvert au dialogue parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a de l'agacement, parce qu'il y a voilà, il y a parfois du mal-être, etc. Et je pense que du coup, c'est double, c'est-à-dire que c'est un peu un cercle vicieux, on reçoit des refus, des choses qui ne fonctionnent pas, donc on va se replier un peu. Et plus on se replie, moins les gens vont venir. Et du coup, après, on va se dire, bah oui, mais les gens ne viennent pas, ou les gens ne sont pas ouverts, etc., etc. Donc on se replie d'autant plus, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il y a un double travail à faire. C'est la personne qui a une particularité euh, peut et peut-être même doit avancer avec ça et dépasser ça. Alors c'est facile à dire évidemment, mais c'est tout un cheminement. Mais la personne a cette responsabilité-là de faire comprendre sa particularité,
Et je pense que les personnes en face ont la responsabilité aussi de vouloir comprendre cette particularité et d'accepter de dialoguer et de dépasser les peurs, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'échange et une question ouais, de dialogue de part et d'autre. Complètement, complètement. Et moi, alors là où je suis euh, inspirée par ton parcours, et j'aimerais que tu nous dises, donc tu as 27 ans aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas, Gaëlle. Et, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Gaëlle? Aujourd'hui, quelle est ton activité? Et parce que bon, je le sais, mais je veux que tu le dises aux personnes. Et je trouve ton activité juste waouh. J'étais waouh. Je me suis dit, mais ouais, elle arrive à faire des choses malgré que tu sois non-voyante. Et je trouve ça mais inspirant et génial. Donc, vas-y, dis-nous ce que tu fais comme activité. Et comment ça t'est venu et le parcours que tu as fait pour y arriver, en fait. Alors en fait, donc je suis comportementaliste canin, c'est-à-dire que j'apporte des conseils et de l'accompagnement aux personnes qui vivent avec un chien ou qui veulent vivre avec un chien. Donc ça va être les personnes qui vivent avec un chien et qui rencontrent un problème de comportement, un problème dans la relation et qui veulent de l'aide pour ça. Ça peut être des personnes qui viennent d'accueillir un chiot ou un chien de refuge, par exemple, et qui veulent être accompagnées tout de suite pour mettre des habitudes et une relation en place. Et ça peut être aussi, c'est un peu moins connu, mais c'est une partie qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai pour projet de développer, c'est d'accompagner les personnes qui veulent prendre un chien et qui se posent des questions et qui ont envie de faire le bon choix. Et du coup, de savoir, voilà, qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir un chien, quel type de chien on va choisir, dans quel environnement, comment on va devoir s'organiser pour l'accueillir, financièrement, qu'est-ce que ça va être, au niveau du temps, qu'est-ce que ça va être, etc., etc., pour éviter en fait de mauvaises surprises et de mauvaises décisions, et finalement que les choses se passent au mieux, et même pourquoi pas parfois se dire ah ben non, en fait je me rends compte que là aujourd'hui c'est pas le moment d'avoir un animal à la maison, peut-être plus tard, mais du coup je ne fais pas l'erreur de prendre un animal sur un coup de cœur sans avoir réfléchi au préalable, parce que c'est une décision hyper importante à prendre d'accueillir un animal et de vivre avec lui au quotidien. Et voilà, j'ai fait appel à un professionnel qui m'a aidé à comprendre que c'était pas le bon moment, donc peut-être que ce sera plus tard. Et donc voilà, mon activité consiste en ça. C'est une activité, j'ai toujours été très intéressée par le comportement humain comme animal d'ailleurs, parce que j'ai commencé il y a une dizaine d'années maintenant à suivre une licence de psycho. J'ai pas été au bout parce que le système de la fac très 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 peu terrain et très livre et très scolaire en fait me convenait pas, donc j'ai arrêté, mais j'ai toujours eu cet intérêt en tout cas pour comprendre l'humain et comprendre l'animal aussi derrière. Ça a commencé avec les chevaux et ensuite ça s'est développé au chien quand j'ai eu mon premier chien il y a 8 ans maintenant. Donc je me suis beaucoup formée au départ par moi-même en suivant pas mal de séminaires, de conférences, de stages, etc., en lisant aussi. Et puis j'ai eu cette idée de me former comme comportementaliste à un moment parce que ça m'intéressait finalement de mieux comprendre le chien et de pouvoir apporter des clés aux personnes qui avaient besoin de mieux comprendre. Parce que c'est une période aussi que moi j'ai traversée avec mon premier chien, d'avoir du mal à comprendre mon chien et finalement d'avoir besoin de chercher pour avoir des informations et des outils. Et on en revient à cette question du handicap. La première fois que je me suis renseignée pour cette formation de comportementaliste, les professionnels et les personnes avec qui j'ai pu échanger m'ont dit mais en ne voyant pas, je ne sais pas comment ce sera possible de faire ce travail. C'est extrêmement basé sur la vision, il faut absolument lire les signaux de communication du chien, etc., etc. Et à l'époque, je n'étais pas assez expérimentée, je n'avais pas assez avancé dans mon parcours canin, on va dire, pour me dire non, il y a une autre façon de faire. Du coup, j'ai cru ces personnes. Donc, je me suis pas formée à l'époque. Et je me suis formée en ostéopathie animale, ce qui en fait était pas beaucoup plus simple finalement, parce que c'était une formation qui était extrêmement visuelle et beaucoup plus en fait qu'une formation en comportement. Parce que tout ce qui touche à la santé, c'était très visuel, les planches anatomiques, de pouvoir comprendre un animal dans sa globalité sans avoir la vision, etc. Ça a été extrêmement enrichissant, mais extrêmement complexe aussi. Et ça, c'est pareil, c'est une formation que quand j'ai voulu la tenter, au départ, on m'a dit ça va pas être possible. Et en fait, finalement, j'ai quand même voulu la tenter.
en me disant, bah, j'ai rien à perdre. De toute façon, autant essayer. Ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Donc, pourquoi je me freinerais? Pourquoi je m'empêcherais de le faire? Tout à fait. Je l'ai... Oui, Tu croyais en toi, en fin de compte. C'est ce que je dis toujours, c'est une confiance en soi, hein. Quand tu crois en ce que tu aimes et en ce que tu veux, oui, tu... parce que finalement, le refus ou les craintes des personnes ne sont pas justifiées, en fait, dans le sens où elles se basent sur une méconnaissance. Euh, En ostéopathie, ce qui m'avait été répondu au départ, c'est il y a 2 personnes non-voyantes qui ont tenté cette formation, elles ont abandonné. Donc, on va généraliser et dire que ce n'est pas possible. Et moi, ce que j'ai répondu, c'est OK, je peux comprendre que c'est compliqué. Maintenant, laissez-moi ma chance en tant qu'individu. C'est pas parce qu'on a le même handicap qu'on a les mêmes possibilités, qu'on a la même volonté, sans dénigrer la volonté et les capacités des personnes qui l'ont fait avant moi. Mais tout simplement, c'est comme dire à une personne, bah non, je sais pas, tu as telle couleur de cheveux, donc tu ne peux pas faire cette formation. Alors c'est différent évidemment, mais c'est une catégorisation qui pour moi n'est pas acceptable parce que finalement on est tous différents malgré cette particularité qu'on a en commun qui est l'absence ou l'absence de vision ou le manque de vision. Donc finalement, j'ai quand même voulu tenter. J'ai arrêté au bout de 3 ans au lieu de 5 ans parce qu'effectivement, il y a eu des complications qui ont fait que ça n'a pas été possible d'aller jusqu'au bout en termes de vision. C'était effectivement très lourd à gérer. Mais malgré tout, je n'ai aucun regret d'avoir tenté cette formation. J'ai un bagage de connaissances que j'ai acquis à ce moment-là et une façon de réfléchir qui est maintenant précieuse pour moi dans mon métier avec les chiens et dans la vie en général, en fait, une méthode de réflexion, une méthode voilà, d'analyse. Donc, j'ai aucun regret d'avoir fait ça, même si j'ai pas été au bout. Et le fait de ne pas avoir été au bout, finalement, au départ, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Et plus j'ai avancé, plus j'ai pris du recul et je me suis dit non, c'est pas un échec en fait. Moi, j'ai donné tout ce que j'ai pu pour faire cette formation. Il y a eu des conditions qui ont fait que ça n'a pas été possible d'aller au-delà. Donc, en fait, j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait là. Et j'en ressors avec des connaissances sur moi et des connaissances sur le vivant et sur le chien, etc. Donc, non, j'ai absolument pas perdu mon temps et j'ai pas de regret de l'avoir fait. Et, euh, et finalement, j'ai pris un peu de temps pour me poser après, pour me recentrer sur qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie. Bien. Et finalement, c'est le métier de comportementaliste qui est quand même revenu avec de nouveau des réticences des structures que j'ai pu contacter à ce moment-là. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais tenter d'autres structures et j'ai fini par trouver une personne et une formation qui a accepté de me prendre et de me former. Et ça, plus les formations que je continue à suivre parce que c'est un métier qui évolue en permanence et je continuerai à me former tout au long de mon métier. Finalement, j'étais obligée de toute façon de tenter l'expérience si je voulais savoir si c'était possible ou pas. Je ne pouvais pas en rester au stade De euh, de d'avoir des... Valait mieux avoir des... Enfin, tu ne voulais pas avoir de regrets, en fait. Enfin, tu vas oui, jusqu'au c'est bout du ça. bout et puis on tente. Et ça marche, c'est génial. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais essayé. C'est ça. Et puis de toute façon, mes limites, je les connaissais pas à ce moment-là. J'avais une idée des limites que j'allais rencontrer, mais sans les expérimenter, en fait, j'aurais pas pu le savoir. Donc je serais restée bah, sur une expérience qui n'aurait pas été tentée. J'aurais jamais pu savoir et j'aurais toujours eu le doute. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je fais ce métier. Je connais mes limites aujourd'hui. Je sais ce que je fais, je sais ce que je ne fais pas. Effectivement, il y a des situations où la lecture des signaux de communication du chien est juste indispensable. Dans les cas de comportement agressif, dans les cas de chiens qui ont besoin de rencontrer d'autres chiens dans de bonnes conditions, etc. Ça, je ne fais pas. Par contre, il y a énormément de choses qui sont possibles. Déjà dans le dialogue avec l'humain, parce que finalement, l'humain est à l'origine du binôme humain-chien, en fait, et finalement, c'est avec l'humain qu'on va dialoguer et c'est à l'humain qu'on va expliquer un maximum de choses sur le chien avant même de travailler avec le chien. Il y a des chiens que je ne touche pas de la séance, en fait, tout simplement parce qu'on passe beaucoup plus de temps à travailler entre humains. Euh, il y a un travail émotionnel à faire aussi avec les humains, il y a un travail d'apport de connaissances, etc. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et il y a plein de choses qui ne sont pas possibles aussi. En fait, il faut juste, moi, que je sois au clair avec ça, que j'explique à mes clients, bah, ça, je vais pouvoir vous accompagner là-dessus. Maintenant, ça, je vais vous référer à un professionnel en qui j'ai confiance parce que ça, je ne peux pas le faire. Après, c'est aux clients de décider s'ils veulent travailler avec moi et s'ils veulent continuer avec moi ou pas. Mais dans tous les cas, je ne prends pas de risques et je ne fais pas de mise en danger en fait parce que je sais où j'en suis aujourd'hui et je sais ce qui est possible ou pas. Et ça, j'aurais pas pu le savoir sans expérimenter. Yes. En tout cas, c'est génial parce que ce que tu nous partages, parce que tu as 27 ans,
tu as un parcours de vie où tu n'as jamais rien lâché, tu t'es fait confiance et même s'il y a des barrières, ben, tu les passes et tu en prends un autre. Il y a un chemin, il y a plusieurs chemins. De toute façon, tu te laisses guider et tu as bien fait. Tu fais bien de faire tout ça parce que ben, aujourd'hui, tu vis de ta passion en fait. Et c'est quelque chose de fabuleux. Et moi, franchement, tu m'inspires parce que c'est un métier. Quand tu m'as dit c'est ton métier, je me suis dit, mais ouais, comment elle peut faire quoi. Et je trouve ça juste extraordinaire et bravo, vraiment bravo. Et je tenais vraiment à te féliciter pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Pour moi, tu es comment impactante par rapport aux personnes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, pour toi qui regardes la vidéo, si c'est quelque chose qui te parle, qui t'aide, n'hésite pas ben, à liker parce que ça va faire plaisir à Gaëlle. Ça me fait plaisir à moi, mais ça fait aussi plaisir à Gaëlle de voir que ben, son message, il passe. Et comment de partager, bien sûr. Et n'hésite pas à mettre des commentaires. En tout cas, Gaëlle, je te remercie beaucoup de ton témoignage, de ton histoire. Si tu avais un message, alors là, je te prends au dépourvu. Si je devais voilà, si tu avais un message à faire passer, profite, vraiment profite. Est-ce qu'il y a un message comme ça par rapport à ta vie, à ton vécu, que tu as envie de faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Bah, je dirais de s'écouter, de faire confiance à ses intuitions et de tenter et d'oser, en fait. C'est quelque chose que je répète, parfois, dans d'autres interventions que j'ai pu faire. Oser finalement parce que personne va oser à votre place et oser, ça va vous permettre de savoir si c'était fait pour vous ou pas et si c'est possible ou pas. Et finalement, même si les gens vous disent que c'est pas possible, que vous allez vous planter, que c'est pas adapté à vous. Et là, on parle même pas de handicap, hein, on parle tout simplement de vie et de personnes qui croient en vous ou pas. Même si les gens vous disent que vous allez prendre des risques, bah oui, effectivement, peut-être que vous allez prendre des risques, mais les risques, il faut les anticiper, les prévoir, mais on peut pas prévoir tous les risques non plus. Et finalement, sans prise de risque, en fait, il se passe pas grand-chose. Donc, je dirais peut-être, ouais, faites-vous confiance et allez au bout de vos projets et tentez. Et surtout, si vous vous trompez, bah, en fait, c'est une citation que j'aime beaucoup qui dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Tout Et finalement, ça me parle énormément parce que en fait, dans notre société, on est très sur le fait que ne pas réussir, c'est un échec et que l'échec n'est pas acceptable. Mais en fait, l'échec, c'est une étape. L'échec, c'est tout simplement: «OK, ça a pas fonctionné, pourquoi?» Et d'en tirer des leçons et d'en tirer des apprentissages et de s'en servir pour la suite. Ce qui n'a pas fonctionné, ça va vous apprendre des choses sur vous, sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez pu faire différemment, ce qui vous convient ou pas. Vous allez apprendre sur vous-même, vous allez grandir avec ça et finalement l'échec n'est pas un échec. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'en suis là. L'école d'ostéopathie, par exemple, au départ, je l'ai vécu comme un échec et enfin, ça m'a beaucoup travaillé et je le vivais très mal au départ. Et finalement, aujourd'hui, je me dis: «Bah non, c'était pas un échec du tout». J'ai fait vraiment de mon mieux, j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai reçu aussi beaucoup, j'ai appris beaucoup, je m'en sers aujourd'hui, j'en ai tiré des apprentissages. J'en ai appris beaucoup sur moi, notamment sur ma capacité, notamment sur le fait que même quand on pense qu'on a épuisé toutes ses ressources, on en a encore. Bon, après, il faut pas s'épuiser non plus, mais c'est vrai que, aller, ce dé aller rechercher de l'énergie en soi. oui. Oui, c'est ça et sans aller non plus, aller épuiser ses réserves, mais en tout cas, voilà, aller chercher de l'énergie en soi, effectivement, même quand on pense qu'on a tout dépensé, il y en a toujours et finalement, voilà, j'ai appris ça, j'ai appris aussi beaucoup d'autres choses et et voilà, je dirais, voilà, écoutez-vous, tentez, osez et et prenez des risques. Mmh. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais mettre dans la description, si tu le permets, Gaëlle, ton lien Oui, pour s'il y a des personnes qui sont intéressées, même, avec plaisir. même ton adresse mail, s'il y a des personnes qui Mmh. veulent correspondre avec toi, parce que c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir mettre les personnes en lien et de pouvoir échanger, communiquer entre eux. Et merci beaucoup. J'espère que donc, toi qui regardes cette vidéo, ça t'a plu. Like, partage, commente. Et moi, je te retrouve sur une autre histoire aspirante et j'espère qu'elle te fera plaisir tout autant que celle-ci. Et Gaëlle, eh ben, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Au revoir à tous.